Bonjour, alors c'est un immense plaisir d'être ici. J'aimerais remercier l'équipe de Senesco pour l'invitation et votre confiance en mon égard. Donc j'aimerais préciser quelque chose avant de débuter, c'est que je suis à ma deuxième vie, parce que dans ma vie antérieure, j'occupais la même fonction que vous, pour la plupart, chef d'établissement d'enseignement. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter les résultats d'une recherche comparative entre la France et le Québec qui s'intitule « Changement de la gouvernance scolaire, impact sur la tâche des chefs d'établissement en France et au Québec ». Ça s'est déroulé de 2019 à 2021 et j'ai eu la chance de mener ce projet en collaboration avec le professeur émérite que vous connaissez certainement, M. Richard Étienne de l'Université de Montpellier. Donc, cette recherche franco-québécoise a été financée par le ministère des Relations internationales et de la francophonie dans le cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. L'équipe scientifique a décidé de travailler en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Fédération québécoise des directions d'établissement, la FQDE, l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, l'AMDES, l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, l'AQPDE, le Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, que vous connaissez certainement, le SNPDEN, ainsi que l'Association Éducation et Devenir. Dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler du contexte du travail prescrit versus le travail réel, du bien-être, de l'épuisement professionnel, de la méthodologie de la recherche, de l'analyse des données, des résultats, des similarités entre la France et le Québec, ainsi que des pistes de réflexion et bien entendu une conclusion. Donc, depuis de nombreuses années, les problèmes de santé liés au stress et à l'épuisement au travail font partie intégrante des milieux éducatifs, aussi bien au Québec qu'en France. Cette situation est largement reconnue et de nombreuses études, notamment les miennes au Québec et en milieu franco-ontarien, ont mis en lumière que l'écart entre les exigences légales en matière d'instruction publique, donc le travail prescrit, et la réalité de ce qui est effectivement accompli par les personnels de direction, le travail réel, peut conduire ces derniers à vivre un épisode d'épuisement professionnel. Mis à part les études de Robin et celles de Fotinos et Orenstein en France, l'épuisement professionnel est demeuré peu étudié à grande échelle chez les personnels de direction travaillant dans les établissements d'enseignement en France. La comparaison de la réalité de la fonction des personnels de direction en France et au Québec a été l'occasion d'identifier des facteurs pouvant prédisposer à vivre un épuisement professionnel. C'est dans cette optique qu'une recherche collaborative franco-québécoise a été menée, considérant que les liens entre le stress aigu et chronique les personnels à vivre un épuisement ou encore un stress aigu. Durant cette recherche, plusieurs analyses ont été réalisées dans le but de permettre le développement de nouvelles connaissances ainsi qu'un transfert d'expérience entre les personnels de direction œuvrant en France ainsi au Québec afin de favoriser leur bien-être. Les systèmes éducatifs français et québécois sont concernés par des contextes similaires. Ils ont connu des restructurations entraînant certaines difficultés susceptibles de générer un stress important chez les personnels de direction. Le fondement théorique de cette recherche a reposé sur l'hypothèse qu'il existe un écart entre le travail prescrit, donc la loi, ainsi que le travail réel. Et bien entendu, ça a été démontré au Québec et en milieu franco-ontarien, dans le cadre de mes recherches antérieures, que l'écart entre les exigences de la loi sur l'instruction publique datant de 1998, donc travail prescrit, et l'activité réelle des personnels de direction travail réel, contribue à, malheureusement, faire vivre des épisodes d'épuisement professionnel générés par le stress, les tensions psychologiques et la surcharge émotionnelle résultant de cet écart. Je pense que c'est par là qu'il faut. Ouais. Dans son avis intitulé « Le bien-être de l'enfant à l'école, faisons nos devoirs », le Conseil supérieur de l'éducation du Québec a mis en évidence le fait que le concept de bien-être suscite des débats, tout comme ses indicateurs et les instruments de mesure associés. Néanmoins, les chercheurs s'accordent sur son caractère multifactoriel, multidimensionnel et systémique.
De plus, il est possible de repérer plusieurs éléments communs aux diverses définitions du bien-être. Le bien-être est décrit comme un état dynamique ou une adaptation ou ajustement réussi malgré le stress et d'autres obstacles. En outre, le bien-être permet aux individus de développer leur potentiel, de travailler de manière productive et créative, de construire des relations solides et positives avec autrui et de contribuer à leur communauté. En ce qui concerne la profession enseignante, un cadre conceptuel global visant à analyser le bien-être au travail des enseignants et ses liens avec la qualité de l'enseignement a été récemment élaboré dans un document de travail de l'Organisation de coopération et de développement économique. Ce cadre tient compte à la fois du bien-être cognitif, subjectif, social, physique et mental. Il prend en considération les conditions de travail provenant du système éducatif et de l'établissement d'enseignement qui peuvent influencer le bien-être des enseignants. À première vue, ce cadre permet de constater un impact sur les enseignants eux-mêmes, leur niveau de stress et leur intention de quitter ou de rester dans la profession, malheureusement. Toutefois, le bien-être aurait également un effet plus global, puisqu'il peut influencer la qualité de l'enseignement en ce qui concerne les pratiques pédagogiques en classe et le bien-être des élèves. Cela se traduit, par exemple, dans les relations avec les élèves. Et bien entendu, cela se traduit aussi par le fait que les gens peuvent être indisposés. Pour leur part, Acton et Glaslow mettent en avant le processus collaboratif par lequel ils se forment. Ils définissent ainsi le bien-être des enseignants comme étant un sentiment individuel d'accomplissement personnel et professionnel, de satisfaction, de sens et de bonheur construit dans un processus collaboratif avec les collègues et les élèves. Je vais juste... Bon. Selon Freudenberg, l'épuisement professionnel est progressif tout en atteignant les ressources physiques, mentales et émotionnelles. Il proviendrait d'une relation malsaine entre la personne et son travail, selon Brun et ses collègues. C'est un trouble d'adaptation qui se manifeste par des symptômes physiques et psychologiques. En 2009, lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat ici, à Paris, j'ai eu la chance d'identifier les facteurs d'épuisement professionnel suivants. La latitude décisionnelle, le soutien social, la reconnaissance au travail, la charge de travail quantitative, la charge de travail qualitative, les interruptions dans le travail, le rôle dans l'organisation, le développement de carrière, la structure et le climat organisationnel, ainsi que la conciliation travail-famille. Donc, la méthodologie que j'ai utilisée, très simple, ça l'a reposé sur une approche descriptive qui intégrait l'interprétation de l'expérience professionnelle des participants, donc des chefs d'établissement. Cette approche visait à comprendre la signification que les individus attribuent à leur expérience vécue. Pour atteindre les objectifs de l'étude, une approche de recherche mixte, donc quantitative et qualitative, à la fois ont été utilisés. Donc, questionnaire qui a été déployé tant au niveau du Québec que la France, ainsi que des entrevues semi-structurées. Les deux critères très simples, occuper un poste personnel de direction et avoir vécu, malheureusement, un épisode d'épuisement professionnel. Dans le cadre de cette recherche, le questionnaire a été validé et adapté à la réalité française par une délégation composée d'un professeur émérite, donc Richard Étienne, ainsi que du secrétaire général de l'époque du SNPDEN, de la présidente d'Éducation et Devenir, qui se sont rendus au Québec, donc en délégation, et qui ont participé à un focus group avec le président à l'époque plutôt de la FQDE, le président de la QPDE, la présidente de l'AMDES, ainsi que nous avions invité le président de l'Association de direction adjointe des écoles de langue française de l'Ontario. Le questionnaire comportait 45 questions, dont la plupart étaient de nature fermée et accompagnées de sous-questions. Parmi les 1449 personnels de direction qui ont complété le questionnaire, 1098 exerçaient au Québec et 351 personnes travaillaient en France. Dans un deuxième temps, au niveau des entretiens semi-structurés, on a eu la chance d'avoir 12 personnes, on était en pleine pandémie, hein, j'aimerais juste le préciser, 12 personnes, donc chefs d'établissement de la France, ainsi que 12 chefs d'établissement du Québec. Résultat, je pense que c'est ce qui vous intéresse.
Donc, l'analyse des données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, a permis d'identifier et de comprendre les principaux facteurs contribuant à l'épuisement professionnel. Malheureusement, mais heureusement d'un sens, ce sont les mêmes 9 facteurs que j'ai identifiés en 2009. Donc, la charge de travail quantitative et qualitative, ainsi que la structure et le climat organisationnel ont été identifiés comme étant les principaux facteurs susceptibles de conduire à l'épuisement professionnel, tels que mis en évidence par les études menées tant au Québec qu'en milieu franco-ontarien. Bon. Le facteur de la charge de travail quantitative, tel que défini par O'Driscoll et Cooper, a été identifié comme ayant un impact significatif sur le bien-être des participants. Cette observation concorde avec ce qui a été constaté chez les personnels de direction au Québec. Et j'aimerais juste apporter à votre attention que, en 2009, j'ai mené la recherche pour ma thèse de doctorat et on m'a demandé, en 2019, de refaire la même recherche au niveau du Québec. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration au fil des années. En effet, à l'instar du Québec, les personnels de direction français dépassent les exigences prescrites par le Code du travail. Il n'existe pas de prescription au Québec pour la fonction de personnel de direction quant au nombre d'heures à effectuer. Par contre, la loi sur les normes du travail prescrit un 40 heures de moyenne, mais c'est impensable de pouvoir réaliser la tâche en 40 heures. De plus, il est important de savoir que la fonction n'est pas syndiquée, contrairement ici en France, contrairement à vous qui avez la chance d'avoir un petit peu plus de protection que nous avons au Québec. Tant les participants français que québécois évoquent une surcharge de travail qui ne résulte pas nécessairement d'exigences explicites, mais plutôt d'une autoprescription, comme décrite par Vérac et Bouillet. Cette surcharge de travail quantitative semble donc être un facteur de stress majeur contribuant à l'épuisement professionnel des personnels de direction, que ce soit en France ou au Québec. Un verbatim intéressant. Si on veut vraiment faire notre travail avec tout ce qu'il comporte à la fois technique, l'administration, la proximité auprès des gens, les parents, les élèves, les enseignants, ce sont maintenant des boulots qui demandent de travailler au moins 60 heures par semaine. Ce n'est pas du tout prévu dans nos statuts. Maintenant, en ce qui a trait à la charge qualitative, c'est également aussi important, mais ça vient en deuxième au niveau du classement. Donc, ça peut contribuer à l'épuisement professionnel des personnels de direction. La plupart des personnels de direction au Québec, comme en France, déclarent que leur responsabilité au travail augmente de manière fréquente et qu'il y a un manque d'accompagnement. Un autre verbatim intéressant. Quand on a des attaques, des insultes, des menaces, nous aimerions au moins que notre hiérarchie nous dise « on est là ». On vous soutient. Et que la hiérarchie dise à la personne, attention, vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Mais cela, ce n'est jamais le cas. Jamais, jamais, jamais. Et si vous avez le malheur de demander la protection professionnelle, vous êtes tout de suite montré du doigt. Et c'est cela qui ne va pas. Les collègues ont souvent peur. Ils ne parlent pas. Ils ont peur que la hiérarchie pense qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas compétents. La structure et le climat organisationnel se révèlent être un facteur déterminant de l'épuisement professionnel chez les personnels de direction. Les participants ont été confrontés à la mise en place de nouvelles réformes nationales entraînant un stress important. Le manque de soutien, que ce soit en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes ou la résolution de problèmes, s'est avéré être un facteur de stress déterminant pour les personnels interrogés, qu'ils soient québécois ou français. Ceux-ci ont également fait part de leur sentiment d'être insuffisamment écoutés et soutenus par les instances responsables. En fin de compte, certaines exigences administratives sont perçues comme étant susceptibles de contribuer à l'épuisement professionnel des personnels de direction. Donc, un autre petit verbatim. Cette accélération est aussi politique. Le ministre veut aller vite, quel qu'en soit le prix à payer pour les cadres qui doivent porter des réformes clés, portées dans la précipitation et qui nous placent entre le marteau ministériel et l'enclume des enseignants mécontents. Le manque de confiance de la hiérarchie vis-à-vis de nos missions et de notre travail sur le terrain est usant. Maintenant, manifestation. La recherche indique que plus de la moitié des participants ont connu des problèmes de santé au cours de leur carrière. Cette situation peut s'expliquer par la forte pression liée aux responsabilités
inhérentes à leur poste, ainsi que par les enjeux associés aux possibilités de promotion ou de mutation qui les conduiraient à se taire par crainte de ne pas figurer sur la liste des promotions ou par peur de ne pas obtenir une mutation. Les données révèlent également une liste de symptômes variés rapportés par les personnels. Les symptômes physiques ressentis se décrivent comme suit: problèmes de sommeil, fluctuations de poids, douleurs lombaires, troubles gastro-intestinaux, migraines ainsi que des problèmes cardiovasculaires. En ce qui concerne les symptômes d'ordre psychologique, l'ensemble des personnels impliqués dans la recherche ont signalé avoir ressenti de la fatigue. Plusieurs ont éprouvé de l'anxiété, de la frustration ou de l'irritabilité, souvent associée à un sentiment de manque de reconnaissance. Plusieurs ont également ressenti de l'isolement ainsi qu'une perte de sens dans leur travail. Certains participants ont fait part de niveaux élevés d'angoisse et de culpabilité, avec des épisodes de crise d'angoisse pour certains et même des cas de syncope. Ces symptômes s'accompagnent fréquemment d'une charge mentale écrasante qui se traduit par un désintérêt pour les loisirs et, dans certains cas, conduit à l'isolement. Les contraintes mentales importantes et le stress induit par leur emploi peuvent conduire ces individus à adopter divers comportements nuisibles, tels que la dépendance ainsi que l'hypervigilance. Confrontés à un travail excessivement exigeant et stressant, certains d'entre eux pourraient être contraints de recourir à des antidépresseurs pour apaiser leurs troubles psychologiques. En examinant ces symptômes, il est notable de constater une forte similitude avec ceux qui ont été identifiés dans les études menées auparavant auprès des personnels de direction œuvrant au Québec et dans les établissements d'enseignement franco-ontariens. Finalement, du point de vue des symptômes comportementaux, on observe une similitude entre la France et le Québec. Les symptômes se traduisent par une réduction de l'efficacité et une réflexion quant à l'idée de quitter la fonction. Alors, un autre petit verbatim intéressant. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai arrêté de lire depuis 12 ans alors que c'était une passion. Quand je rentre chez moi, je ne suis plus en capacité d'avoir une disponibilité mentale pour lire cela, et c'est un grand drame pour moi parce que depuis que je suis petite, la lecture a toujours été une campagne ou presque. Ça s'est déjà manifesté comme cela. Ensuite, il y a eu une tendance accrue à m'isoler et à rechercher la tranquillité. Donc, les similarités entre la France et le Québec. On parle de restructuration du système scolaire. Donc, ça s'est passé autant au Québec qu'en France. Le rôle du cadre intermédiaire, c'est pas toujours facile. Différence entre la tâche prescrite et la tâche réelle. Oui, il y en a une différence. Et bien entendu, l'épuisement professionnel principalement dû à la charge de travail quantitative, la charge de travail qualitative, ainsi que la structure et au climat organisationnel. Conclusion. Donc, la recherche a permis de pouvoir comprendre le stress, comprendre en quoi consistent les facteurs qui peuvent mener à un épuisement professionnel. Et bien entendu, ce que ça a permis de faire, c'est un transfert d'expérience et de connaissances entre les personnels de direction de la France et du Québec. Et malheureusement, il y a une très grande similarité entre les problématiques vécues ici en France et au Québec. Et ça ne s'est pas amélioré depuis les dernières années. Donc, chers personnels de direction, vous êtes des passionnés, mais il ne faut surtout pas s'oublier. Alors, merci.